Je m'appelle Camille Moreau, j'ai 32 ans, et si on m'avait dit il y a 5 ans que ma vie prendrait cette tournure, je n'y aurais jamais cru. Je venais d'un petit village de Normandie, d'une famille modeste et simple, où les repas du dimanche se faisaient autour d'une grande table en bois, avec du pain croustillant, du fromage local et beaucoup de rire. Je ne connaissais rien au dîner guindé, aux conversations codées, ni à ces mondanités qui rythmaient la vie des familles bourgeoises parisiennes. Et pourtant, me voilà aujourd'hui mariée à Adrien Lefebvre, fils unique d'une lignée d'industriels respectés, installés depuis des générations à Versailles. Dès le début, je savais que je n'étais pas le profil rêvé pour ses parents. Sa mère, Geneviève, femme élégante, toujours tirée à 4 épingles et spécialiste des remarques venimeuses déguisées en compliments, m'avait accueilli avec ce sourire froid que seules certaines femmes savent afficher. Son père, Étienne, plus discret, ne disait presque rien, mais son regard en disait long. J'étais pour eux une intruse dans leur univers parfaitement poli et calibré. Adrien, lui, m'aimait sincèrement. C'est du moins ce que je croyais. Il m'avait toujours assuré que notre différence d'origine sociale n'avait aucune importance pour lui. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit ensemble, disait-il souvent en caressant ma joue. Mais plus le temps passait, plus je sentais que cette différence devenait un poids silencieux entre nous. Et chaque fois que nous étions invités chez ses parents, ce poids devenait insupportable. Ce dimanche-là, l'invitation était arrivée sous la forme d'une lettre calligraphiée, cachetée du sceau de la famille Lefebvre. Geneviève avait organisé un grand déjeuner en l'honneur d'un projet important pour l'entreprise. Adrien avait semblé gêné en m'en parlant, comme s'il anticipait déjà ma réaction. « Camille, maman aimerait beaucoup que tu sois là. C'est important. » m'avait-il dit en évitant mon regard. « Important pour qui ?» avais-je répliqué. « Pour ta mère, qui adore me rappeler que je ne suis pas du même monde, ou pour toi, pour faire bonne figure. » Il avait soupiré, posant ses mains sur mes épaules. « Pour nous deux. S'il te plaît, viens. Ça lui ferait plaisir. » Je savais que ce n'était pas vrai. Geneviève ne voulait pas que ma présence lui fasse plaisir. Elle voulait que ma présence confirme, aux yeux de ses invités, qu'elle avait raison sur moi, que j'étais insignifiante. Pourtant, j'ai accepté, par amour pour Adrien, et peut-être aussi pour moi-même, parce qu'au fond, j'étais fatiguée de jouer un rôle secondaire dans ma propre histoire. Le matin du déjeuner, je suis restée longtemps devant mon armoire. Que porter? Si j'étais trop simple, on me jugerait. Si j'étais trop élégante, on m'accuserait d'essayer de jouer les grandes dames. J'ai finalement opté pour une robe bleu marine sobre avec un petit foulard que ma mère m'avait offert, une touche de rouge à lèvres et un léger parfum. Je voulais être moi-même, sans chercher à imiter qui que ce soit. En arrivant devant la demeure des Lefebvre, j'ai ressenti cette même boule dans l'estomac que lors de nos précédentes visites. La maison était imposante, avec son portail en fer forgé et ses jardins impeccables, comme sortis d'un magazine. Un majordome nous a accueillis avec un sourire figé et nous a conduits vers le grand salon, où tout le monde semblait déjà installé. « Ah, Camille, te voilà enfin !» s'exclama Geneviève en s'approchant pour m'embrasser sur les joues, sans vraiment me toucher. « Quelle charmante petite tenue !» Je n'ai rien répondu. Je savais que derrière ce charmante se cachait un jugement. Elle portait une robe en soie couleur ivoire et des perles qui semblaient avoir traversé plusieurs générations. Son regard me détailla des pieds à la tête avant de se détourner, comme si elle avait déjà tout dit. Dans la pièce, les conversations allaient à rebond. Train, des oncles, des cousins, des partenaires d'affaires, tous semblaient parfaitement à l'aise dans ce décor. Moi, je me sentais comme une invitée accidentelle. « Camille, tu connais déjà Charles, notre associé, » dit Étienne en me présentant un homme à la barbe grisonnante. « Il s'occupe de la nouvelle filiale à Lyon. »« Enchanté, dis-je en tendant la main. »« Ah oui, la fameuse Camille, » sourit-il. « La jeune professeure dont Adrien nous parle souvent. »« Jeune professeure. » Dans sa bouche, cela sonnait presque comme « pauvre petite ». J'ai esquissé un sourire poli. Le repas fut annoncé et tout le monde passa dans la salle à manger.
Une immense table en chêne trônait au centre, couverte de vaisselle en porcelaine fine et d'argenterie étincelante. Je fus placé entre Adrien et une cousine que je n'avais jamais vue auparavant, Sophie, une femme à la voix nasillarde qui ne cessa de parler d'art et de voyage en Italie. « Et toi, Camille, tu voyages souvent ?» demanda-t-elle soudain, avec un sourire qui sentait la condescendance. « Pas vraiment, » répondis-je calmement. « J'aime surtout découvrir les petits villages de France. »« Oh, comme c'est pittoresque !» dit-elle en riant légèrement, comme si j'avais parlé d'un passe-temps d'enfant. Geneviève lança alors le premier commentaire piquant du repas, comme elle en avait le secret. « Adrien nous racontait que tu enseignes encore au collège public. C'est admirable, vraiment. Si courageux de ta part de continuer, malgré tout. »« Malgré quoi ?»« Exactement, demandai-je, les sourcils légèrement froncés. »« Oh, rien, rien du tout, répondit-elle en agitant la main. Simplement, tu pourrais faire tellement plus. Tu es une Lefèvre maintenant, après tout. » Un silence s'installa. Adrien resta muet, les yeux fixés sur son assiette. Je sentis une chaleur désagréable monter dans ma poitrine. C'était toujours ainsi. Elle lançait ses piques et personne ne disait rien. Je devais encaisser, sourire, faire semblant que cela ne me touchait pas. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Je n'avais plus envie de me taire. J'aime mon métier, Geneviève. Et je crois que ce n'est pas la naissance ou le nom qui définissent la valeur d'une personne. Un léger rictus passa sur son visage, comme si elle s'attendait exactement à cette réponse. « Bien sûr, répondit-elle d'un ton faussement aimable. « Tu as raison, ma chère. Chacun a sa place. » Ces 3 mots, « chacun a sa place », résonnèrent en moi comme une gifle. Ils contenaient tout ce qu'elle pensait de moi, que ma place n'était pas ici. Le repas continua dans une ambiance tendue, le vin coulait, les plats se succédaient, mais la conversation restait sur ce fil fragile entre politesse et mépris. À plusieurs reprises, je surpris des regards échangés entre Geneviève et Étienne, comme s'ils partageaient un secret. Même Adrien semblait nerveux, jetant des coups d'œil autour de la table. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Lorsque le serveur posa une nouvelle assiette devant moi, il se pencha discrètement vers mon oreille et murmura « Ne réagissez pas maintenant, tout sera révélé au dessert. » Je sursautais légèrement, le cœur battant. Avais-je bien entendu? Qui était ce serveur? Et surtout, que voulait-il dire par « tout sera révélé » ? Je levai les yeux vers lui, mais il s'était déjà éloigné, imperturbable, comme si rien ne s'était passé. Pendant le reste du repas, je fus incapable de me concentrer sur la conversation. Les mots des autres résonnaient autour de moi, sans que je les entende vraiment. Mon esprit tournait en boucle autour de cette phrase mystérieuse. Était-ce une menace, une mise en garde ou une promesse? Je jetai un coup d'œil à Adrien, mais il semblait ailleurs, perdu dans ses pensées. Je décidai de ne rien dire pour l'instant. S'il y avait vraiment quelque chose à révéler, je le saurais bientôt. Quand vint le moment du dessert, l'ambiance changea subtilement. Geneviève, toujours maîtresse de la mise en scène, demanda l'attention de tous. « Avant que nous ne servions le dessert, j'aimerais porter un toast, dit-elle, en levant son verre de champagne. À la famille, à notre unité et à l'avenir radieux de notre entreprise. À la famille, répétèrent les invités en chœur. Je levai mon verre machinalement, mais une étrange sensation de malaise m'envahit. Le serveur revint alors, portant un plateau d'assiettes finement décoré. Il déposa la mienne en dernier et glissa, à peine visible sous la serviette, une petite enveloppe blanche. Je sentis mon souffle se couper. Je la pris discrètement et la glissai sur mes genoux, hors de vue des autres. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que quelqu'un l'entende. J'hésitai quelques secondes, puis j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, un simple morceau de papier, plié en deux. Une phrase, écrite à la main, m'y attendait. « Ce que tu crois savoir n'est qu'un début. Prépare-toi. » Je levai lentement les yeux vers la table, et c'est à ce moment-là que je le vis. Un homme, assis au fond de la pièce, que je n'avais pas remarqué jusque-là. Il m'observait discrètement, comme s'il attendait ma réaction.
Il n'était pas un invité. Il n'était pas un serveur non plus. Qui était-il? Je reposais la note sur mes genoux, tâchant de garder un visage impassible. Mais au fond de moi, une certitude grandissait. Ce déjeuner n'avait rien d'anodin. Quelque chose de beaucoup plus grand se tramait, et j'étais au centre de tout cela, sans encore savoir pourquoi. Je restais figé, la petite enveloppe toujours dissimulée sur mes genoux, incapable de détacher mon regard de l'homme assis au fond de la salle. Quelque chose, dans son attitude, m'intriguait profondément. Il n'avait pas la posture rigide d'un domestique, ni la décontraction des invités. Il semblait en mission. Il évita mon regard au bout d'un moment, comme s'il avait déjà obtenu ce qu'il voulait. Ma réaction. Je tentais de reprendre contenance. Autour de moi, les conversations reprenaient leur cours. Les rires. Sonnaillent de nouveau, mais tout me paraissait lointain, comme si un voile invisible s'était abaissé entre moi et le reste de la table. Adrien remarqua sans doute mon air préoccupé. « Tout va bien ?» me demanda-t-il à voix basse, en se penchant vers moi. « Oui, tout va bien, mentis-je. Juste un peu fatigué. » Je n'allais certainement pas lui parler de la note. Pas maintenant. Pas ici. Je ne savais même pas si je pouvais lui faire confiance. Le dessert arriva. Un millefeuille à la crème. Vanille décorée d'un coulis de framboises. Geneviève reprit aussitôt la parole, comme si ce déjeuner était sa scène. Et nous, son public. « Adrien, mon chéri, as-tu réfléchi à la proposition dont nous avons parlé la semaine dernière ?» demanda-t-elle d'un ton doucereux qui contrastait avec l'acidité de ses paroles précédentes. « J'y réfléchis encore, maman, » répondit-il prudemment. « Réfléchir ?» répéta-t-elle en haussant un sourcil. « Il n'y a rien à réfléchir. C'est une opportunité rare, et cela garantirait l'avenir de l'entreprise. Et puis, c'est aussi une manière d'assumer ton rôle dans la famille. » Elle insista particulièrement sur ces derniers mots. Je connaissais ce ton. C'était celui qu'elle utilisait pour imposer ses décisions sans avoir l'air de le faire. Adrien se renfrogna légèrement. « J'ai besoin de temps, répéta-t-il. « Du temps, murmura-t-elle en jouant avec sa cuillère. « Tu sais, certaines décisions ne se prennent pas à froid. Elles exigent du courage, surtout quand on a des responsabilités. » Le sous-entendu était clair. Elle le considérait encore comme un enfant incapable de prendre des décisions importantes. Étienne, resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour vous deux, » dit-il en me lançant un regard appuyé. « Adrien a un héritage à porter, et ce genre d'occasion ne se représentera pas deux fois. Je ne comprenais pas tout, mais il était évident que quelque chose d'important se tramait et qu'il m'échappait. Peut-être un projet d'entreprise ou une décision concernant l'avenir d'Adrien. Mais pourquoi avais-je l'impression que tout cela me concernait aussi? Soudain, la cousine Sophie intervint, sans doute ravie d'ajouter un peu d'huile sur le feu. « Et Camille, dans tout ça ?» demanda-t-elle avec un sourire fin. « Qu'en pense-t-elle? Après tout, ce serait aussi son avenir. » Tous les regards se tournèrent vers moi. Je détestais ce genre de moment. J'étais devenu, l'espace d'un instant, un objet de curiosité. J'inspirais profondément. « Je ne suis pas au courant de cette proposition, » répondis-je calmement. Adrien ne m'en a pas parlé. Un silence pesant suivit. Geneviève posa sa fourchette avec lenteur, comme si elle avait attendu ce moment. « Oh, vraiment? C'est étrange. Je pensais qu'un couple se disait tout, qu'ils prenaient des décisions ensemble. Peut-être que je me trompe. » Ces mots, aiguisés comme des lames, visaient autant Adrien que moi. Il évita mon regard, ce qui confirma mes soupçons. Il me cachait quelque chose. Un mélange de colère et de déception monta en moi. « Je crois que ce n'est pas le lieu pour en parler, dit-il finalement. »« Au contraire, » répondit sa mère avec douceur, « c'est exactement le lieu. Nous sommes en famille, après tout. » Encore ce mot, « famille », elle l'utilisait comme une arme pour rappeler que je n'en faisais jamais vraiment partie. Je sentis mes mains trembler sous la table. J'avais envie de partir, de fuir cette pièce étouffante. Mais quelque chose, peut-être cette note mystérieuse, me retint. Le repas se poursuivit dans une ambiance lourde. Les conversations étaient devenues plus mesurées, presque artificielles. Moi, je n'écoutais plus. Je pensais à cette phrase. « Ce que tu crois savoir n'est qu'un début. » Que voulais-je savoir exactement? Qu'est-ce que j'ignorais encore?
Au moment où le café fut servi, l'homme que j'avais remarqué plus tôt se leva discrètement et quitta la pièce par une porte latérale. Mon instinct me criait de le suivre, mais je savais que cela attirerait l'attention. Alors je pris une décision. Dès que l'occasion se présenterait, je quitterais la table. Elle arriva plus vite que prévu. Geneviève proposa une visite des jardins, ce que la plupart des invités acceptèrent avec enthousiasme. J'annonçai que j'avais besoin d'un moment seul et restai en arrière. Dès que la salle fut vide, je me levai et me dirigeai vers la porte par laquelle l'homme était sorti. Le couloir était vide. Je l'arpentai, lentement, guettant le moindre bruit. Puis au détour d'un virage, je le vis, adossé contre un mur, comme s'il m'attendait. « Vous » murmurai-je. « Ne soyez pas effrayé, » dit-il calmement. « Je ne vous veux aucun mal. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que tout cela signifie ?» Il me tendit une seconde enveloppe, sans répondre à mes questions. « Vous comprendrez bientôt, mais sachez une chose, tout ce que vous croyez sur cette famille n'est pas ce qu'il paraît. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» insistai-je. « Lisez ceci quand vous serez seul, et surtout, ne parlez à personne de notre rencontre, pas même à votre mari. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'éloigna et disparut par une porte de service. Je restai là quelques secondes, hébété, l'enveloppe serrée contre ma poitrine. J'avais 1000 questions, mais aucune réponse. Je regagnai la salle à manger, essayant d'adopter un air naturel. Adrien m'attendait près de la fenêtre. « Où étais-tu passé ?» demanda-t-il, légèrement inquiet. « Juste aux toilettes, » répondis-je rapidement. « L'air est un peu étouffant ici. » Il hocha la tête, visiblement soulagé. Mais je vis dans ses yeux qu'il savait que quelque chose clochait. Il s'apprêtait à ajouter quelque chose, mais Geneviève revint dans la pièce et lui coupa la parole. « Adrien, puis-je te parler un instant ?» dit-elle, d'un ton qui n'admettait pas de refus. Ils s'éloignèrent ensemble. Je restai seul, l'enveloppe toujours cachée dans mon sac. Une partie de moi brûlait, d'envie de l'ouvrir tout de suite, mais une autre redoutait ce que j'allais y trouver. Je décidai d'attendre. Ce n'était ni le moment, ni l'endroit. Quand nous quittâmes la maison des Lefebvre en fin d'après-midi, l'atmosphère entre Adrien et moi était tendue. Il conduisait sans dire un mot, les yeux fixés sur la route. Moi, je regardais le paysage défiler, perdu dans mes pensées. Je repensais à la scène du déjeuner, au regard, au sous-entendu, et surtout à ces 2 enveloppes qui semblaient annoncer une tempête. « Tu es très silencieuse », finit-il par dire. « J'essaie de comprendre certaines choses. À propos de quoi? De ta famille, de ce projet dont tout le monde semble parler, sauf moi, de cette façon qu'a ta mère de me traiter comme si je n'existais pas. » Il poussa un long soupir. « Camille, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de tout compliquer. »« Pas le moment? Ça fait 3 ans qu'on est mariés, Adrien. 3 ans, et je suis toujours celle qui n'est pas à sa place. Oh, yeux de ta mère, tu trouves ça normal ?» Il se tut. Son silence valait toutes les réponses. Je sentis une douleur sourde monter dans ma poitrine. J'avais toujours cru que notre amour serait plus fort que tout, mais pour la première fois, je doutais. Arrivé à notre appartement, je me précipitai dans la chambre et sortis l'enveloppe de mon sac. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles, soigneusement pliées. La première phrase que je lus me fit l'effet d'une gifle. La famille Lefebvre n'a jamais été ce qu'elle prétend être. Leur fortune repose sur un mensonge. Je relus la phrase plusieurs fois. Un mensonge? Lequel? Je tournai la page et mes yeux s'écarquillèrent à mesure que je découvrais le contenu. Il s'agissait de copies de documents anciens, des relevés bancaires, des contrats, et au centre de tout cela, un nom qui m'était familier, Paul Moreau, mon père. Mon cœur s'arrêta une seconde. Pourquoi son nom apparaissait-il là? Mon père, décédé il y a 10 ans, un simple artisan, que pouvait-il bien avoir à voir avec la fortune des Lefebvre? Je posai les papiers sur la table et pris ma tête entre mes mains. Tout ce que je croyais savoir sur cette famille, sur ma propre histoire, venait d'être pulvérisé en un instant. Et au fond de moi, une conviction nouvelle commença à s'installer. Ce déjeuner n'était pas une humiliation, c'était un prélude.
Quelque chose de bien plus grand était sur le point d'éclater. Et quoique cela soit, ma vie n'allait plus jamais être la même. Je restais assise là, incapable de bouger, les papiers éparpillés devant moi. Le nom de mon père sur ces documents me semblait irréel, presque absurde. Paul Moreau, l'homme le plus humble que j'ai jamais connu, celui qui avait réparé des toitures pour payer mes études, se retrouvait soudain au cœur de la fortune de l'une des familles les plus influentes de Versailles. Rien n'avait de sens. Et pourtant, les chiffres, les signatures, les dates, tout semblait authentique. « Camille, tout va bien ?» La voix d'Adrien derrière moi me fit sursauter. Je me retournai brusquement et refermai les feuilles en vitesse. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, un air inquiet sur le visage. « Oui, tout va bien », mentis-je maladroitement, juste fatigué. Il s'approcha, posa une main sur mon épaule. « J'ai remarqué que tu étais ailleurs tout l'après-midi. Tu veux en parler ?» Je le regardais longuement. J'avais envie de tout lui dire, de lui montrer les documents, de lui demander des explications. Mais quelque chose m'en empêchait. Cette petite voix dans ma tête qui murmurait « Ne fais confiance à personne pour l'instant. »« Non, rien d'important, » répondis-je finalement. « J'ai juste besoin de repos. » Il hocha la tête, pas totalement convaincu, puis sortit de la pièce. Dès que j'entendis la porte se refermer, je repris les papiers et les relus attentivement. Plus je les étudiais, plus tout devenait troublant. Apparemment, mon père avait investi une somme considérable dans la première usine des Lefebvre il y a plus de 30 ans. Une somme qui, selon ses documents, représentait près de 40% du capital initial. Pourtant, son nom n'apparaissait nulle part dans l'histoire officielle de l'entreprise. C'était comme s'il avait été effacé. Pourquoi aurait-il fait cela? Et surtout, pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? Mon père n'avait jamais eu beaucoup d'argent. Toute notre vie, nous avions vécu simplement, parfois même difficilement. Alors, comment aurait-il pu investir une telle somme? Je ne dormis presque pas cette nuit-là. Les questions tournaient en boucle dans ma tête. À l'aube, je pris une décision. Il me fallait des réponses. Et je savais exactement où commencer mes recherches. Le lendemain, sous prétexte d'aller voir une amie, je pris le train pour mon village natal. Je n'y étais pas retourné depuis le décès de ma mère, il y a 2 ans. La petite maison de mon enfance était désormais inhabitée, couverte de poussière et de souvenirs. J'y entrais avec un mélange de nostalgie et d'appréhension. Je passais des heures à fouiller dans les vieux cartons et tiroirs, espérant trouver un indice. Dans une boîte métallique rangée au fond d'une armoire, je tombais sur une liasse de lettres soigneusement attachées par un ruban. Elles étaient adressées à mon père, toutes signées du même nom, Étienne Lefebvre. Mes mains tremblaient en les ouvrant. La première datait de 1989. « Cher Paul, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Grâce à votre investissement, l'usine pourra enfin démarrer. Vous avez toute ma reconnaissance. La suivante, 1 an plus tard, comme convenu, votre nom n'apparaîtra pas dans les registres officiels. Nous avons tout intérêt à garder votre participation discrète. » Mon souffle se coupa. Pourquoi la participation de mon père devait-elle rester discrète? Et pourquoi avait-il accepté cela? Je continuai à lire. Une lettre datée de 1995 attira particulièrement mon attention. « Paul, je comprends vos inquiétudes, mais je vous assure que tout est en ordre. Vous recevrez votre part sous forme de versements réguliers, comme convenu. » Des versements réguliers? Nous n'avions jamais reçu d'argent de la part des Lefebvre. J'en étais certaine. Mon père n'avait jamais montré le moindre signe de richesse. Où était donc passé cet argent? Je refermai la boîte, mon esprit en ébullition. Quelque chose de profondément louche se cachait derrière cette histoire. Et je commençais à soupçonner que les Lefebvre avaient délibérément effacé toute trace de la contribution de mon père pour s'approprier entièrement les mérites et les profits de l'entreprise. Sur le chemin du retour, mon téléphone sonna. C'était Adrien. « Camille, où es-tu? J'ai essayé de te joindre toute la matinée. »« Je suis sortie prendre l'air, » répondis-je vaguement. « Tu as l'air différente. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Je restai silencieuse un instant. Je voulais lui faire confiance, mais chaque fibre de mon être me disait que je devais d'abord découvrir toute la vérité. « Non,
Tout va bien. On en parlera ce soir. Il soupira, mais n'insista pas. Pourtant, au fond de moi, je savais que notre relation venait de franchir un point de non-retour. Il y avait désormais un secret entre nous, et ce secret grandissait chaque minute. Les jours suivants furent consacrés à mes recherches. Je passais des heures aux archives départementales, fouillant dans d'anciens registres d'entreprises, des documents notariés, des articles de journaux. Peu à peu, un puzzle inquiétant se dessinait. Mon père avait effectivement été l'un des premiers investisseurs de l'entreprise Lefebvre. Mais quelques années plus tard, son nom avait disparu des registres, remplacé par celui d'un certain René Valcourt, un nom qui revenait sans cesse dans les documents, mais qui ne semblait pas exister ailleurs. Plus étrange encore, les versements promis avaient bel et bien été effectués sur un compte bancaire ouvert à son nom, mais fermé brusquement en 1996. Personne n'avait jamais réclamé les fonds restants. C'était comme si mon père avait disparu des affaires du jour au lendemain. Je décidai d'en parler à quelqu'un d'extérieur à cette histoire. Mon amie Nathalie, avocate, accepta de jeter un œil aux documents. Après plusieurs heures d'analyse, elle leva les yeux vers moi, l'air grave. « Camille, il y a quelque chose de très bizarre ici. Si ce que je vois est vrai, ton père était actionnaire fondateur et ses parts auraient dû être transmises à toi à sa mort. » Quoi? Soufflai-je, abasourdi. Oui, mais elles ont été réattribuées illégalement à d'autres membres de la famille Lefebvre. Ça ressemble à une manœuvre pour effacer toute trace de lui et conserver le contrôle total de l'entreprise. Je sentis mes jambes flancher. Tout ce que je croyais savoir sur cette famille s'effondrait. Ils n'avaient-ils pas seulement méprisé mes origines, ils avaient même profité d'elles. Ils avaient bâti leur empire sur la loyauté et la discrétion d'un homme qu'ils avaient ensuite effacé de l'histoire. « Tu devrais consulter un notaire, » dit Nathalie. « S'il y a eu fraude, tu as peut-être des droits sur l'entreprise. » Je rentrai chez moi ce soir-là, le cœur lourd et la tête pleine d'idées sombres. Adrien m'attendait dans le salon, l'air fermé. « Camille, on doit parler, » dit-il dès que j'entrai. « Je t'écoute. Maman m'a appelé. Elle est très contrariée. Elle pense que tu ne veux plus venir à réunion de famille. Ce n'est pas une question d'envie, Adrien. C'est une question de respect. Je n'ai pas à subir ces humiliations à chaque fois. » Il s'approcha, passa une main dans ses cheveux, nerveux. « Tu sais comment elle est. Elle ne changera jamais. Il faut juste l'ignorer. »« L'ignorer » dis-je, incrédule. « Adrien, elle me méprise ouvertement. Et toi, tu restes silencieux. Est-ce que tu comprends ce que ça fait ?» Il voulut répondre puis se ravisa. Son silence parlait pour lui. Je pris une grande inspiration. « Dis-moi la vérité. De quoi parlait-elle dimanche avec cette histoire de proposition ?» Il baissa les yeux. « C'est un projet de fusion avec une autre société. Mon père veut que je prenne la direction d'une nouvelle branche. Mais pour ça, il faudrait que nous déménagions à Lyon. » Je restais bouche bée. « Déménager ? Sans même m'en parler ? » « Je comptais le faire, » dit-il doucement. Mais tout est encore incertain. Une colère froide monta en moi. Ce n'était pas seulement la trahison d'un secret, c'était un symbole. Encore une fois, je n'avais pas voix au chapitre. Je n'étais qu'un figurant dans une histoire écrite par d'autres. « Je ne sais plus si nous voulons la même vie, Adrien, » murmurai-je. Il me regarda, choqué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je ne répondis pas. J'étais trop bouleversé pour trouver les mots. Je montai dans notre chambre et refermai la porte derrière moi. Je sortis de mon sac les lettres et les documents et les relus une fois de plus. Là, au milieu de tout ce chaos, une idée commença à germer. Peut-être que je n'étais pas aussi impuissante que je le croyais. Peut-être que j'avais entre les mains une vérité capable de tout changer. Cette nuit-là, je pris ma décision. J'allais confronter Geneviève, pas pour réclamer des excuses, pas pour gagner son respect, mais pour obtenir des réponses. Et si elle refusait de les donner, je les arracherais. Ce fut donc quelques jours plus tard, lors d'un nouveau déjeuner familial, que je franchis le portail de la maison Lefebvre, cette fois avec un but bien précis. Je n'étais plus la jeune femme intimidée d'autrefois. J'étais la fille de Paul Moreau et j'avais des comptes à régler. Lorsque Geneviève m'aperçut dans le hall,
Elle esquissa un sourire poli. « Camille, comme c'est agréable de te revoir. J'avais peur que tu nous boudes. »« Je ne boude jamais, » répondis-je avec un calme qui la surprit. « Mais parfois, il faut prendre du recul, pour mieux comprendre certaines choses. » Elle plissa légèrement les yeux, méfiante. Elle avait senti que quelque chose avait changé. Elle n'avait pas tort. Ce jour-là, les rôles allaient s'inverser, et elle n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Le jour du déjeuner arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. Cette fois, je m'étais préparée mentalement. Je n'étais plus l'invitée hésitante qu'il pouvait rabaisser sans conséquence. Je portais un tailleur sobre mais élégant, mes cheveux attachés en un chignon soigné, et dans mon sac soigneusement rangé dans une pochette en cuir, se trouvaient les copies des lettres et des documents que j'avais découverts. Chaque détail de ma tenue et de mon attitude était calculé pour une seule chose, reprendre le contrôle. À peine avais-je franchi la porte que Geneviève m'accueillit avec un enthousiasme fin. « Camille, ma chère, comme je suis ravie que tu aies accepté notre invitation, j'étais persuadée que tu trouverais une excuse. Pourquoi aurais-je fait ça ?» dis-je en soutenant son regard. « Après tout, nous sommes une famille, n'est-ce pas ?» Je vis ses yeux s'assombrir un instant. Elle avait perçu l'ironie, mais choisit de ne pas relever. Adrien arriva quelques minutes plus tard, l'air visiblement soulagé de me voir là. « Merci d'être venu » murmura-t-il en m'embrassant sur la joue. « Il fallait que je sois là » répondis-je simplement. Le repas se déroula dans le grand jardin cette fois. Des tables avaient été dressées sous les tilleuls, décorées de nappes blanches et de bouquets de lavande. L'ambiance semblait plus détendue que la dernière fois, mais sous cette apparente légèreté, je sentais déjà l'électricité dans l'air. Geneviève parlait fort, riait à chaque anecdote, comme pour s'assurer que tout tourne autour d'elle. Étienne restait comme toujours, silencieux mais attentif à tout. Je jouais le jeu, répondant poliment aux questions, riant même aux blagues de mauvais goût. Mais au fond de moi, j'attendais le moment idéal, et il arriva plus tôt que prévu. « Adrien ?» lança Geneviève soudainement. « As-tu pris ta décision ?» Il se figea. « Pas encore, maman. J'ai besoin d'un peu plus de temps. »« Plus de temps ?» soupira-t-elle. « Voilà des semaines que nous en parlons. Tu ne peux pas retarder l'inévitable indéfiniment. Ce n'est pas si simple. Ce qui n'est pas simple, c'est de gérer cette entreprise sans direction claire. Tu es un Lefebvre. Tu dois assumer ce rôle. » Son ton monta légèrement, et tous les regards se tournèrent vers lui. Adrien semblait mal à l'aise. Je posai calmement mon verre sur la table. « Peut-être que la question n'est pas de savoir s'il est prêt, » dis-je lentement. « Peut-être que la vraie question est, sur quoi exactement cette entreprise repose-t-elle » Un silence immédiat tomba sur la table. Geneviève me lança un regard tranchant. « Que veux-tu dire par là ?»« Je veux dire qu'il est toujours intéressant de se souvenir de ceux qui ont rendu tout cela possible. Parfois, ils ne sont pas ceux dont on prononce les noms dans les discours officiels. » Elle eut un petit rire nerveux. « Camille, voyons, qu'essaies-tu de dire ? Je dis que toute histoire a un commencement, et que parfois on préfère l'oublier. » Adrien me regardait, perdu. « Camille, qu'est-ce que tu fais ?» Je le fixais droit dans les yeux. La vérité. Je sortis calmement la pochette de mon sac. Mes mains ne tremblaient pas. Je savais que ce moment allait changer bien plus que ma relation avec cette famille. Je posai les documents sur la table, devant Geneviève. « Je pense que ceci t'intéressera. » Elle fronça les sourcils et commença à feuilleter les papiers. Ses mains devinrent légèrement moites à mesure qu'elle lisait. Étienne, de son côté, s'était approché, intrigué. À la 3e page, son visage se décomposa. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix plus sèche qu'à l'accoutumée. « Chez moi, dans les affaires de mon père, Paul Moreau. Tu te souviens de ce nom, Étienne ?» Son regard changea. Il me fixa longuement sans répondre. Geneviève, elle, tenta un sourire crispé. « Je ne vois pas de quoi il s'agit. Ce sont sûrement de vieux papiers sans importance. »« Sans importance ?» dis-je en riant nerveusement. « Mon père a investi 40% du capital initial de votre entreprise. Sans lui, rien de tout cela n'aurait existé. Et vous appelez cela sans importance ?» Un murmure parcourut la table. Plusieurs invités se regardèrent, choqués. Étienne reprit la parole. « Écoute, Camille,
Il y a eu des accords complexes. À l'époque, ton père ne voulait pas que son nom apparaisse. Vraiment? Et pourquoi donc? Parce que ça aurait dérangé votre image. Parce que vous ne supportiez pas l'idée que votre empire repose en partie sur l'argent d'un homme modeste? Geneviève perdit son calme. Ton père a été très bien dédommagé, cria-t-elle. Il a reçu des versements pendant des années. Ah oui? Répondis-je en sortant une autre feuille. Alors explique-moi pourquoi ces versements se sont arrêtés soudainement en 1996. Pourquoi son nom a disparu des registres? Et pourquoi ses parts ont été transférées à un certain René Valcourt, qui curieusement n'existe nulle part ailleurs? Un silence glaçant s'abattit. Je sentis Adrien se raidir à côté de moi. « Camille, qu'est-ce que tu racontes ?»« Je raconte l'histoire qu'ils ont essayé d'effacer, Adrien. L'histoire de mon père, de l'homme sans qui ta famille ne serait rien. » Geneviève tenta de se ressaisir. « Écoute ma chère, ce sont de vieilles affaires. Cela n'a plus aucune importance aujourd'hui. Si, ça en a, parce que si la loi reconnaît que ces parts ont été transférées illégalement, alors elles me reviennent. Et tu sais ce que cela signifie? Cela signifie que je suis propriétaire d'une grande partie de votre entreprise. » La panique commença à se lire sur les visages autour de la table. Certains chuchotaient, d'autres détournaient Peggy et tournaient le regard. Étienne se leva lentement, posant ses mains sur la table. « Tu ne comprendrais pas. Ce n'est pas aussi simple. Ton père a voulu protéger sa famille. Il voulait que tout reste discret. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi avoir effacé son nom? Pourquoi avoir caché son rôle? » Il ne répondit pas. Son silence était plus révélateur que n'importe quelle parole. Je me levai à mon tour. Pendant des années, j'ai accepté vos humiliations. J'ai encaissé vos remarques, vos regards, votre mépris. Mais aujourd'hui, c'est vous qui allez écouter. Vous m'avez traité comme si je ne valais rien, comme si je n'étais pas digne d'être ici. Et pourtant, sans mon père, vous n'auriez rien eu à défendre, rien à transmettre à votre fils, rien à me reprocher. Geneviève ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Elle avait pâli. Adrien, lui, semblait totalement perdu. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il à son père d'une voix tremblante. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Étienne détourna les yeux. « Adrien, ton père a fait ce qu'il devait faire pour protéger cette famille, » répondit Geneviève à sa place. « Non, maman, réponds à ma question. Est-ce que c'est vrai ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent qu'un aveu. Adrien s'écroula sur sa chaise, le visage entre les mains. Je n'éprouvai ni joie ni satisfaction, juste un immense soulagement. La vérité n'était plus enfouie. Elle était là, exposée devant eux, et elle les brûlait. « Tu savais ?» lui demandai-je doucement. « Dis-moi la vérité, Adrien. Tu savais ?»« Non, enfin, pas vraiment, » balbutia-t-il. J'avais entendu des rumeurs, mais je n'y ai jamais cru. Je ne voulais pas y croire. Je hochai lentement la tête. J'aurais voulu être en colère contre lui, mais à cet instant, tout ce que je ressentais, c'était une immense fatigue. Je crois que nous avons tous besoin de temps pour réfléchir, dis-je en ramassant mes papiers. Mais sachez une chose, je ne compte pas laisser cette histoire s'enterrer une deuxième fois. Je tournai les talons, décidé à partir. Personne n'osa me retenir. Même Geneviève restait figée, incapable de trouver les mots. Alors que je franchissais le portail, une voix m'appela. « Camille, attends !» C'était Étienne. Il s'approcha de moi, son visage marqué par une fatigue que je ne lui avais jamais vue. « Je te dois des excuses, à toi et à ton père. Il nous a sauvés à une époque où nous étions au bord de la faillite, et nous l'avons trahi. C'est la vérité. » Pourquoi? Il baissa les yeux. « Parce que nous avions peur, peur de perdre le contrôle, peur que l'histoire ne nous appartienne plus. Alors, nous avons réécrit cette histoire à notre manière, et nous avons fait disparaître son nom. » Je le fixai en silence. Pendant un instant, j'eus presque de la compassion pour lui. Presque. Vous avez volé son héritage, et maintenant, vous allez devoir affronter les conséquences. Je le laissai là, debout dans l'allée, pendant que je m'éloignais vers la voiture. Mon cœur battait fort, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. La vérité m'appartenait désormais, et je savais qu'elle n'avait pas encore livré toutes ses révélations. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette vérité allait bouleverser bien plus que leur empire. Elle allait aussi mettre mon mariage à l'épreuve, comme jamais.
car Adrien, incapable de supporter l'humiliation de ses parents, allait bientôt me demander de choisir entre la justice pour mon père et la vie que nous avions construite ensemble. Et je savais déjà que le choix ne serait pas facile. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une minute. J'étais restée assise dans le salon, les yeux perdus dans le vide, repassant chaque mot, chaque regard, chaque silence de ce déjeuner explosif. La vérité avait éclaté comme une bombe au milieu de leur jardin immaculé. Et maintenant, plus rien ne serait jamais comme avant. Pourtant, au fond de moi, une peur sourde s'était installée. J'avais déclenché quelque chose que je ne pouvais plus arrêter. Adrien rentra tard. Il avait quitté la maison de ses parents bien après moi. Je l'entendis déposer ses clés sur la table d'entrée, puis ses pas lourds approchèrent. Il resta debout dans l'embrasure de la porte sans parler, le visage fermé, les épaules affaissées. Ce silence dura si longtemps qu'il finit par devenir insupportable. « Dis quelque chose, murmurai-je. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Camille ?» demanda-t-il enfin. « Que je suis fier de toi, que j'approuve ce que tu as fait. » Je levai les yeux vers lui. « Tu n'as rien approuvé. Tu n'as rien désapprouvé non plus. Tu es resté silencieux comme toujours. » Il passa une main dans ses cheveux, nerveux. « Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Tu as humilié mes parents devant toute notre famille, devant des associés, des amis. Tu as sali leur nom. »« Leur nom ?» répétai-je, incrédule. « Ce nom n'existerait même pas sans mon père. Tout ce que j'ai fait, c'est révéler la vérité. Ce sont eux qui ont sali son nom, pas moi. Peut-être, mais il y a des façons de faire les choses, Camille. Tu aurais pu m'en parler. Tu aurais pu me laisser gérer ça. » « Gérer ça, comme tu as géré leurs humiliations pendant 3 ans, en restant assis sans dire un mot? Non, Adrien. J'ai attendu trop longtemps que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il fallait. Maintenant, c'est moi qui décide. » Il se tut, et dans ses yeux, je vis un mélange de colère et de tristesse. « Je ne sais pas si je peux vivre comme ça, dit-il d'une voix basse. Comme ça? Comment? Avec quelqu'un qui refuse de fermer les yeux sur l'injustice? Avec quelqu'un qui déteste ma famille? Je ne les déteste pas, Adrien, mais je ne peux pas les respecter, et je ne peux plus prétendre que ce qu'ils ont fait n'est pas grave. » Il détourna le regard. « J'ai besoin de réfléchir. » Il quitta la pièce, sans un mot de plus. Je restai seule, la gorge serrée. Une partie de moi voulait courir après lui dire que tout irait bien, mais une autre savait que, désormais, les choses avaient dépassé le stade des excuses. Il allait falloir faire un choix. Et je pressentais déjà que ce choix ne serait pas seulement le mien. Les jours suivants furent étranges. Adrien et moi nous croisions dans l'appartement comme 2 étrangers. Nous parlions peu. Quand nos regards se croisaient, il y avait de la douleur, de la colère, mais aussi quelque chose d'autre, peut-être de la peur de ce que nous étions en train de devenir. Puis, un matin, une lettre arriva. Elle venait d'un cabinet d'avocats, Geneviève Lefebvre. Je l'ouvris avec précaution. C'était une mise en demeure. Elle contestait mon droit sur les parts de l'entreprise et exigeait la restitution de tous les documents obtenus illégalement. Je souris amèrement. Il ne leur avait pas fallu longtemps pour passer à l'offensive. Je pris rendez-vous avec Nathalie, mon amie avocate. Après avoir lu la lettre, elle leva les yeux vers moi. « C'est une intimidation classique. Ils savent que tu as des droits, Camille. Ils essaient juste de te faire peur. Et ça peut marcher, pas si tu es prête à aller jusqu'au bout. Mais il faut que tu sois consciente d'une chose. Ce sera long, compliqué et très public. Es-tu prête à exposer ta vie et celle de ton père ?» Je regardais par la fenêtre les mains jointes. Ce n'était pas seulement une question de justice, c'était aussi une question d'identité. Pendant toute ma vie, j'avais cru que nous étions une famille ordinaire. Découvrir que mon père avait été trahi changeait tout, et je ne pouvais pas tourner la page sans que son nom soit en réhabilité. « Oui, répondis-je finalement, je suis prête. » La nouvelle d'une possible bataille judiciaire fit rapidement le tour du cercle social des Lefebvre. Geneviève tenta de m'appeler plusieurs fois, mais je refusais de répondre. Puis un soir, ce fut Étienne qui frappa à ma porte. J'hésitais à ouvrir, puis me ravisai. « Camille, je ne suis pas venu pour me disputer, dit-il calmement. Je veux juste te parler.
Il n'y a plus grand-chose à dire, Étienne. Au contraire, il y a une chose que tu dois savoir. Ton père n'a jamais voulu que son nom apparaisse. C'était sa décision. Je fronçais les sourcils. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il avait des dettes, beaucoup de dettes. Et il craignait que si son nom apparaissait, les créanciers s'en prendraient à l'entreprise. Il voulait protéger l'avenir de ce qu'il construisait. Alors nous avons trouvé un accord. Son nom resterait secret, mais il recevrait sa part sous un autre nom. René Valcourt, soufflai-je. Oui, c'était le nom qu'il avait choisi pour effacer son passé, pour recommencer ailleurs. Mais en 1996, il a disparu. Plus aucun contact. Nous avons cherché à le joindre, sans succès. Je le fixais, bouleversé. Vous auriez pu me le dire. Vous auriez pu venir me voir après sa mort. Nous pensions que c'était mieux ainsi, que l'histoire devait rester là où il l'avait laissée. Je restais silencieuse. Une partie de moi voulait croire à cette version. Mais une autre n'oubliait pas toutes ces années de mépris, d'humiliation, d'efforts pour me faire sentir inférieure. Ce que vous avez fait reste impardonnable, dis-je doucement. Même si mon père voulait rester discret, vous n'aviez pas le droit de l'effacer. Je le sais, admit-il. Et c'est pour ça que je veux te proposer quelque chose. Viens à l'assemblée des actionnaires, dis ce que tu as à dire, fais valoir tes droits et décide toi-même de ce que tu veux faire de cet héritage. Je restais bouche bée. Vous me laisseriez entrer dans l'entreprise? Ce n'est plus une question de laisser, Camille. C'est ton droit. Je le regardais s'éloigner, le cœur battant. Cette proposition changeait tout. Ce n'était plus seulement une bataille, c'était une opportunité. 2 semaines plus tard, j'entrais dans la salle de conférence de l'entreprise Lefebvre pour la première fois. Tous les actionnaires étaient là. Geneviève me lança un regard glacial, mais ne dit rien. Adrien, assis au fond, semblait nerveux. Étienne prit la parole en premier, retraçant l'histoire de la société, puis me donna la parole. Je me levai lentement, mes mains légèrement moites, et me plaçai devant l'assemblée. Mon nom est Camille Moreau, dis-je d'une voix claire. Je suis la fille de Paul Moreau, l'homme sans lequel cette entreprise n'existerait pas. Pendant 30 ans, son nom a été effacé. Aujourd'hui, je suis ici pour réparer cette injustice. Je ne demande pas vengeance, je ne demande pas d'excuses, je demande simplement que la vérité soit reconnue et que mon père retrouve la place qui lui revient dans cette histoire. Un murmure parcourut la salle. Geneviève se leva brusquement. C'est ridicule. Nous avons bâti cette entreprise de nos mains. Vos mains, Geneviève, ou celles de ceux que vous avez effacés? Elle resta figée, incapable de répondre. Étienne leva la main pour imposer le silence. Camille a raison. Nous avons commis une erreur, et il est temps de la réparer. Ce jour-là, le conseil vota. Mon père fut officiellement rétabli comme cofondateur et les 16 parts qui lui appartenaient furent légalement transférées à moi. Je sortis de cette salle avec un poids en moins sur mes épaules. J'avais rétabli son nom. J'avais brisé le silence. Adrien m'attendait à l'extérieur. Son regard était différent, moins froid, moins en colère. « Tu as été courageuse », dit-il doucement. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu cette force. Ce n'était pas de la force, c'était nécessaire. Il hocha la tête, puis soupira. Je ne sais pas si nous pourrons réparer ce que tout cela a brisé entre nous, mais je veux essayer. Si tu le veux aussi. Je le regardais longuement. Il n'y avait plus de certitude, plus de promesses faciles, mais peut-être que c'était ça, la vérité. Reconstruire sur des fondations solides, même si cela signifiait tout recommencer. On verra, répondis-je simplement. Quelques mois plus tard, alors que je traversais les jardins de la maison Lefebvre, désormais aussi les miens, je pensais à mon père. Je m'arrêtais devant un banc de pierre où il aimait s'asseoir quand j'étais enfant, et je murmurais « Papa, je t'ai rendu justice, ton nom ne sera plus jamais effacé. » Le vent léger qui passa entre les arbres me donna l'impression qu'il m'entendait, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en paix. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin retrouvé ce que cette famille avait voulu me voler, ma dignité, mon histoire et ma voix. Et désormais, plus personne ne pourrait jamais me la faire taire. Il est difficile de mettre des mots sur tout ce que cette histoire nous transmet, n'est-ce pas? Parce qu'au-delà des intrigues familiales,
Des secrets révélés et des blessures profondes, elle touche quelque chose de très humain en chacun de nous, le besoin de reconnaissance, de justice, d'amour et de vérité. L'histoire de Camille Moreau, de son père Paul et de la puissante famille Lefebvre n'est pas seulement celle d'un conflit autour d'un héritage ou d'une trahison enfouie depuis longtemps. C'est aussi l'histoire de toutes celles et ceux qui ont été méprisés pour ce qu'ils sont, sous-estimés pour leurs origines, ignorés dans leurs valeurs véritables. C'est l'histoire de celles et ceux qui ont dû se battre pour être vus, pour être entendus, pour faire reconnaître leur place dans un monde qui trop souvent ne veut pas leur en donner. Et peut-être que, toi qui lis ou écoutes ces mots aujourd'hui, tu te reconnais dans le parcours de Camille. Peut-être as-tu connu ces regards qui jugent sans te connaître. Peut-être as-tu été exclu, rejeté ou humilié par ceux-là même dont tu attendais amour et soutien. Peut-être as-tu dû prouver ta valeur encore et encore, dans un silence douloureux, pendant que d'autres récoltaient les fruits de tes sacrifices. Oui, cette histoire parle d'une famille fictive, mais elle résonne profondément avec les blessures réelles que nous portons, car nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, vécu ce moment où notre dignité a été piétinée, où notre voix a été étouffée, où notre valeur a été niée. Camille nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre ce qui nous appartient. Pas seulement un nom ou un héritage matériel, mais aussi notre histoire, notre vérité, notre dignité. Elle aurait pu choisir le silence, la résignation ou même la vengeance. Elle a choisi la vérité. Elle a choisi de mettre en lumière ce qui avait été caché, non pas pour écraser, mais pour rétablir l'équilibre. Et cela, c'est une leçon puissante pour chacun d'entre nous. Il arrive un moment où nous devons cesser de vivre selon les mensonges des autres et commencer à marcher dans la vérité, même si cela nous coûte des relations, même si cela bouleverse notre confort. Parce que la vérité, même douloureuse, libère, et elle construit un avenir plus juste. Cette histoire nous rappelle aussi que le silence n'est jamais neutre. Adrien, en restant silencieux face aux humiliations et aux injustices, pensait préserver la paix. Mais son silence a permis à l'injustice de perdurer. Il a été complice malgré lui. Et combien d'entre nous tombent dans le même piège? Par peur du conflit, par désir d'éviter les vagues, nous choisissons parfois de ne rien dire, de ne rien faire. Mais en agissant ainsi, nous permettons au mal de se renforcer. La leçon est claire. Il faut du courage pour parler, il faut du courage pour se lever contre ce qui est injuste. Et ce courage, nous devons tous le cultiver. En même temps, cette histoire montre que la vérité, aussi libératrice soit-elle, n'est pas toujours simple. Elle a un coût. Pour Camille, le prix fut la fragilisation de son mariage, la rupture avec ceux qu'elle aurait pu considérer comme sa famille. Mais elle a aussi découvert une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Elle a trouvé la paix en rendant justice à son père. Elle a trouvé sa voie en refusant de se taire. Cela nous enseigne que choisir la vérité n'est pas choisir la facilité, mais choisir la liberté. Et la liberté est toujours un chemin qui demande du courage, de la persévérance et parfois des larmes. Alors, réfléchissons un instant. Qu'est-ce que cette histoire t'inspire? As-tu toi aussi des vérités enfouies que tu n'as jamais osé affronter? Y a-t-il des blessures que tu as laissées s'envenimer parce que tu avais peur d'ouvrir ce chapitre douloureux? Ou bien as-tu, comme Adrien, préféré garder le silence plutôt que d'affronter ce qui dérange? Peut-être est-il temps, comme Camille, de choisir la lumière plutôt que l'ombre, la vérité plutôt que le confort. Car c'est dans la vérité que nous trouvons la guérison, même si elle fait mal au début. Et il y a une autre leçon précieuse que cette histoire met en lumière. La valeur ne dépend pas du regard des autres. Geneviève a méprisé Camille à cause de ses origines modestes. Elle a cru que la noblesse de son nom et l'ancienneté de sa fortune faisaient d'elle quelqu'un de supérieur. Mais au final, c'est cette jeune femme simple, issue d'un milieu modeste, qui détenait la clé de leur histoire, le pouvoir de leur avenir. Cela nous rappelle que la valeur d'une personne ne se mesure ni à ses origines, ni à son statut social, ni à ses titres. Elle se mesure à sa dignité, à sa vérité, à sa capacité à aimer, à pardonner,
à se battre pour ce qui est juste. Toi qui lis ou écoutes cela, n'oublie jamais ta valeur. Peu importe ce que les autres ont pu dire de toi, peu importe les étiquettes qu'ils t'ont collées, les limites qu'ils ont tracées pour toi, tu es bien plus que leur jugement. Tu es porteur d'une histoire unique, d'un potentiel infini, d'une dignité que personne ne peut t'enlever. Et même si le monde tente de t'effacer, même si certains essaient de réécrire ton histoire sans toi, rappelle-toi ceci. Tu as le droit de te lever et de revendiquer ta place. Et maintenant, j'aimerais te poser une question. Que ferais-tu à la place de Camille? Aurais-tu eu le courage d'exposer la vérité? Aurais-tu eu la force de défendre le nom de ton père, même si cela signifiait tout perdre? Dis-le-moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître ton avis, ton ressenti, tes réflexions, parce que ce que tu penses compte. Et si tu veux voir plus d'histoires agaces comme celle-ci, plus de récits qui nous font réfléchir sur la vie, sur les relations humaines, sur la justice, alors abonne-toi à cette chaîne. Clique sur « J'aime » si cette histoire t'a touché. Partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Ces petits gestes font toute la différence pour nous aider à continuer à créer du contenu qui a du sens, du contenu qui parle au cœur. Mais au-delà de tout ce que cette histoire raconte, il y a une vérité encore plus grande, plus belle et plus puissante que toutes les révélations de ce récit. Une vérité qui ne dépend pas de nous, mais de celui qui nous a créés. Cette vérité se trouve dans un verset que tu as peut-être déjà entendu, mais dont la profondeur est infinie. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse ces mots pénétrer ton cœur. Dieu a tant aimé le monde. Cela signifie qu'il t'a tant aimé, toi. Pas seulement l'humanité en général, mais toi, personnellement, avec ton histoire, tes blessures, tes échecs, tes doutes. Il t'a aimé avant même que tu ne le connaisses. Il t'a aimé alors même que tu l'ignorais, alors même que tu t'étais éloigné. Et cet amour n'est pas un concept vague. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est un amour concret, incarné, démontré par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Pense-y un instant. Dans cette histoire, Camille a dû se battre pour que le nom de son père soit reconnu, pour que sa mémoire soit honorée. Mais toi, tu n'as pas besoin de te battre pour que ton nom soit connu de Dieu. Il te connaît déjà. Il t'appelle par ton nom. Il t'aime d'un amour si profond qu'il a envoyé son propre fils pour mourir à ta place. Ce n'est pas seulement un acte de compassion, c'est un acte de justice et de grâce, parce que nos fautes, nos erreurs, nos manquements nous séparaient de Dieu. Mais Jésus, en donnant sa vie, a payé le prix de cette séparation, et grâce à lui, nous pouvons être réconciliés avec notre Créateur. Peut-être que, comme Camille, tu portes en toi des blessures anciennes. Peut-être que quelqu'un t'a effacé, t'a humilié, t'a fait croire que tu ne valais rien. Peut-être même que tu t'es convaincu toi-même que tu n'étais pas digne d'être aimé. Mais laisse-moi te dire ceci. Aux yeux de Dieu, tu as une valeur infinie. Tu es aimé au-delà de ce que tu peux imaginer. Et cet amour n'est pas conditionné par ce que tu fais ou ne fais pas. Il ne dépend pas de tes réussites ni de tes échecs. Il est là, inconditionnel, immuable, offert gratuitement. Accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, c'est accepter cet amour. C'est reconnaître que tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu as besoin de lui pour guérir, pour être pardonné, pour commencer une nouvelle vie. C'est comme si, dans l'histoire de ta vie, quelqu'un venait réécrire les chapitres les plus sombres, non pas pour les effacer, mais pour y faire entrer la lumière. Jésus ne te promet pas une vie sans difficulté, mais il te promet de ne jamais te laisser seul au milieu d'elle. Il te promet une paix que le monde ne peut donner. Il te promet une vie éternelle qui commence dès maintenant dans la relation avec lui. Et si tu te demandes, mais est-ce que Dieu peut vraiment m'aimer, moi, après tout ce que j'ai fait? La réponse est oui. 1000 fois oui. Jean 3, 16 ne dit pas « Dieu a tant aimé les gens parfaits ». Il dit « Dieu a tant aimé le monde ». Cela inclut les faibles, les brisés, les perdus, les blessés. Cela t'inclut toi.
Il n'y a rien que tu aies pu faire qui soit trop grand pour sa grâce, rien qui puisse le détourner de toi. Sa main est tendue, la seule chose qu'il attend, c'est que tu la saisisses. Alors aujourd'hui, là où tu es, tu peux faire ce choix. Tu peux ouvrir ton cœur à Jésus-Christ et lui dire « Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie, change-moi, guide-moi. Je veux marcher avec toi. » Si tu fais cette prière sincèrement, sache qu'une nouvelle vie commence pour toi. Une vie où tu n'as plus besoin de courir après la reconnaissance des autres parce que tu sais que tu es aimé du Créateur lui-même. Une vie où tes blessures peuvent guérir, où tes fautes sont pardonnées, où ton avenir n'est plus défini par ton passé. Je ne peux pas terminer cette conclusion sans te rappeler que, tout comme Camille a décidé de ne plus se taire face à l'injustice, toi aussi tu peux prendre une décision aujourd'hui, celle de ne plus vivre loin de l'amour de Dieu. Tu peux décider de revenir à la maison, d'ouvrir ton cœur et de laisser Jésus y entrer. C'est le choix le plus important que tu puisses faire dans ta vie. Et ce choix est entre tes mains maintenant. Si cette histoire t'a touché, si elle a éveillé quelque chose en toi, si ce message d'amour et d'espérance a trouvé un écho dans ton cœur, alors je t'invite une dernière fois à poser un geste concret. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires, des prochains messages qui peuvent nourrir ton âme. Laisse un j'aime pour soutenir ce travail et permettre à ce contenu de toucher encore plus de vies. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas oublié, qu'il n'est pas sans valeur, qu'il est profondément aimé par Dieu. Et toi, dis-moi dans les commentaires, quelle partie de cette histoire t'a le plus marqué? Qu'as-tu ressenti en voyant Camille se battre pour la vérité? As-tu vécu, toi aussi, des moments où tu as dû affirmer ta valeur face au mépris des autres? Tes paroles peuvent encourager quelqu'un d'autre à faire ce pas de foi, à se lever, à croire en sa propre valeur. Cette communauté est un lieu où l'on partage, où l'on se soutient, où l'on grandit ensemble. Souviens-toi, peu importe ce que le monde dit de toi, peu importe ce que ton passé raconte, Dieu t'aime d'un amour éternel, et cet amour est plus fort que tout. Jean 3,16 est bien plus qu'un verset. C'est une déclaration d'amour divine écrite pour toi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, ce quiconque peut être toi. Aujourd'hui, tu peux faire ce pas de foi et entrer dans cette promesse. Alors, n'attends plus. Ouvre ton cœur, accepte cet amour, laisse Jésus-Christ transformer ta vie. Et souviens-toi, tu es précieux, tu es aimé, tu es voulu. Ta valeur ne dépend pas des autres. Elle est gravée dans le cœur de Dieu depuis toujours. Et rien, absolument rien ne pourra jamais l'effacer.